Allô? Salut, je rentrerai pas ce soir. Attends, quoi? Où es-tu? Il faut me retrouver. De qui? Mais de quoi tu Je parles? suis désolé, je dois y aller. Non, je t'en Passe prie, une bonne c'est bon, soirée. raccroche pas. Avant de commencer à parler des films du jour, revenons en 1999. L'euro venait tout juste d'arriver sur le sol européen, la dernière éclipse faisait son petit bout de chemin et Lance Armstrong gagne enfin le Tour de France. Et on va pas s'attarder sur la France ni même sur l'Europe, puisque notre histoire commence au pays du soleil levant. Partons de l'autre côté du globe et atterrissons au Japon. Là-bas, toujours en 99, l'affaire Shiori Ino fait baver beaucoup d'encre. Allez voir la vidéo de Liv sur le sujet, c'est excellent. Le Giant Baba décède et Kitano sort en salle l'été de Kikujiro. Mais ce n'est pas ce film-là qu'on va parler, on y vient. Dans la baie d'Osaka, un jeune auteur débutant, dans la mesure où il va débuter sur la scène littéraire, ça va de soi, va publier son premier livre, intitulé Battle Royale. Il le racontera plus tard dans une interview de 2009 qu'il a eu l'histoire du roman après avoir fait un rêve. J'étais allongé de mon futon, à moitié endormi, à moitié éveillé, peu importe. Et j'ai eu l'image mentale d'un professeur et d'un drame scolaire que j'ai vu à la télé il y a longtemps. Il disait « Bonjour tout le monde, on va s'entretuer aujourd'hui !» L'image de lui, avec son sourire pendant qu'il parlait, il était si vivant que j'en riais, mais aussi très terrifié. Et avec ça, je savais que j'avais quelque chose à écrire. Il a choisi le titre de Battle Royale après avoir discuté de son histoire avec ses amis, et ils lui ont fait part de donner le titre du livre car pour eux, ça ressemblait à une stipulation d'un match de catch, la fameuse bataille royale. D'ailleurs, le catch, l'un des sports les plus phares du Japon à l'époque et encore aujourd'hui, puisque certaines compagnies de catch existent encore, comme la AJPW, la All Japan ou même Stardom. Et le but du Battle Royale est de faire passer son adversaire par-dessus la troisième corde. Oh, cette Rollins aussi envoyée par Marc-André Houssin, par-dessus la troisième corde pour l'éliminer. Koshin Takami s'intéresse alors à l'aspect social d'une bataille royale, comme la façon dont les anciens ennemis travaillent ensemble afin de vaincre un ennemi plus fort, et en particulier comment les anciens alliés se trahissent les uns les autres, pour leur propre gloire. Pour la structure de l'histoire, il a été inspiré par son éducation dans les années 60, lorsque de grands groupes de révolutionnaires japonais ont répliqué contre la brutalité policière. Sa représentation d'un gouvernement fasciste totalitaire a également été influencée par son roman préféré de Stephen King, Marche ou crève de 1979, qui est une compétition de promenade organisée par un gouvernement totalitaire, qui n'a jamais eu sa chance sur grand écran, alors que putain on pourrait faire un super bon film. Je verrais bien Shyamalan à la réal, ça lui conviendrait bien. Bon enfin bref, je m'égare. Takami termine Battle Royale lorsqu'il a arrêté de travailler comme journaliste en 96, mais Battle Royale a enfin été publié en avril 1999 par Hota Publishing. C'est alors qu'un réalisateur dans une librairie va apercevoir ce livre avec un bandeau où il était écrit « C'est vraiment 42 élèves qui s'entretuent ?» et il se dit qu'il va tout faire pour avoir les droits du livre, et ce réalisateur est nul autre qu'un dénommé Kinji Fukasaku. Bienvenue dans Prise 1 où l'on parle ici de films que j'aime avec plein de petits segments que je vais mettre en valeur dans cette vidéo. Je suis Gecko et on va s'attaquer aujourd'hui à Battle Royale. Donc, ce dit réalisateur va tout faire pour avoir les droits du livre, en commençant par créer sa propre boîte de production avec son fils Kenta, la société Fukasaku Gumi. Après avoir reçu plusieurs appels d'offres pour l'adaptation de son livre, Koshin Takami voit l'appel d'offres du réalisateur aux multiples films à succès de Yakuza et de Samouraï. C'est alors qu'il accepte de donner les droits d'adapter son livre au duo père-fils, pour le projeter sur grand écran. Et ils veulent à eux trois que ce soit une arrivée en grande pompe. À l'arrivée du nouveau millénaire, il fallait remanier le script, avec l'accord de l'auteur, d'ajouter un reflet des changements sociaux au Japon après la Seconde Guerre mondiale, de prendre Takashi Motherfucking Kitano pour le rôle du professeur, qui auparavant avait réalisé et joué dans Hanabi et Kids Return. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté sur cet acteur, assez fascinant quand même, qui a été humoriste reconnu, est passé par la case acteur acclamé, puis producteur de jeux télé avec le fameux Takeshi's Castle, encore acclamé aujourd'hui, et devient également auteur de livres récompensés. Le ref est un putain de couteau suisse en or massif. Enfin bref, je referme la parenthèse. De base, dans l'idée de l'auteur, ça devait être Tetsuya Takeda, après l'avoir vu dans la série télé Kinpachi Sensei. Mais finalement, le réalisateur septuagénaire, au moment de la création de ce film, lui a convaincu de prendre Kitano pour le rôle du professeur. Et ce rôle lui sied à merveille. Troisièmement, que l'histoire soit réécrite pour passer d'un roman de 1300 pages en version japonaise à un film de 120 minutes, en gros 2 heures. Scénario terminé, passons au tournage. Les préparatifs du film commença enfin, avec tous les déplacements des acteurs sur une île au large d'Izu.
Tout d'abord, Kenta et Kinji auditionnent 800 adolescents pour n'en garder que 40, pour bien respecter les trames du roman. Puis, ils vont chercher des acteurs plus adultes et expérimentés, comme Masanobu Endo, qui avait fait Kids Return avec Kitano, et Taro Yamamoto, qui n'avait fait que des feuilletons télévisuels. Et dernière petite aparté, pour le générique de fin, les Fukazaku font appel au groupe Dragon Age pour obtenir les droits du morceau Shizuka Naibo no Kaidaiwo, pour le mettre dans le générique de fin. Et oui, je parle beaucoup trop de cette chanson, vraiment dans mes vidéos, je le mets tout le temps parce qu'elle est géniale, ok? Pile à la même période, des violents crimes commis par des adolescents se succèdent partout dans le pays. Et c'est après cette grosse remise en contexte que je vais vous conter le film Battle Royale. Le film commence sur un attroupement de journalistes venus voir la gagnante de la dernière édition de Battle Royale, qui consiste en une loi qui est très simple. Une classe de terminale tirée au sort sur les 43 000 classes au Japon est envoyée chaque année lors du traditionnel voyage scolaire, dans un lieu isolé, sur lequel les élèves doivent s'entretuer et ce, durant 3 jours. Il ne doit obligatoirement rester qu'un seul survivant à l'issue du jeu. Puis, nous faisons la connaissance de Shuya, un des élèves de la classe de terminale B du lycée de Shiroiwa, nous expliquant qu'il n'a plus revu sa mère depuis sa 4e année au lycée. Et le premier jour de sa 7e année, il voit son père pendu dans le salon, par le câble d'une multiprise accrochée au plafond, en expliquant à ce dernier qu'il encourage Shuya pour son année scolaire. Vas-y Shuya, tu peux le faire! Pendant ce temps, dans son lycée abandonné par les élèves qui ne veulent plus assister aux cours, nous voyons un professeur, enfin plutôt un suppléant, Monsieur Kitano, qui voit sur son tableau un message écrit par les élèves. Nous ne voulons plus faire cours. Une élève, Noriko, arrive en courant dans la classe, excusant d'être arrivée en retard. Le professeur, fatigué par cette situation, sort de la classe. Mais en sortant, il se fait agresser par un autre élève, Nobu, avec un couteau au niveau de sa hanche. Noriko cache le couteau qu'a utilisé Nobu pour le défendre, pendant que Kitano, essayant tant bien que mal de se lever et nettoyer ses mains recouvertes de son sang. La fin des cours approche et les élèves sont emmenés en bus à une sortie scolaire de fin d'année, avec le professeur. Noriko s'avance vers le duo Shuya et Nobu, pour leur offrir des cookies faits par ses soins et se fait prendre en photo par l'ami de Noriko. Et le bus passe sous le tunnel. Shuya se réveille difficilement et voit tous ses camarades de classe complètement affalés sur leur siège, comme s'ils dormaient tous. Mais se fait assommer par l'hôtesse du bus portant un masque à gaz. Les étudiants se réveillent dans une classe sombre, avec derrière eux 2 adultes, qui ne font visiblement pas partie de la classe. On apprendra plus tard qu'ils ont été autrefois les vainqueurs des éditions précédentes de la loi Battle Royale. Les élèves paniqués se ruent sur les fenêtres et voient un hélicoptère pointant la lumière sur eux, et se posent avec à son bord des militaires et le professeur Kitano, qui entre alors dans la classe en allumant les lumières, se plaçant sur son bureau de professeur. Les élèves inquiets demandant au professeur ce qu'il se passe. C'est à ce moment que Kitano leur explique la loi Battle Royale, instaurée par le gouvernement japonais afin de limiter les crimes faits par des jeunes adultes. Voyant que les élèves ne le prennent pas au sérieux, ils montrent alors quelque chose sous une bâche. Et c'est leur professeur, Monsieur Ayashida, qui est dans un piteux état, son visage complètement déformé et recouvert de sang. On apprendra plus tard qu'il ne voulait pas que les élèves fassent ce jeu. C'est après que Kitano ait eu l'attention des élèves qu'il passe la vidéo des règles concernant la loi Battle Royale, qui d'ailleurs est à mourir de rire. Mais une des élèves se rebelle et parle pendant la vidéo, et de rage se fait tuer par un lancer de couteau de Kitano, ce même couteau qu'avait utilisé Nobu. C'est alors que les élèves se ruent sur la sortie, mais sont bloqués par les militaires qui tirent en l'air pour les effrayer. Noriko est touché, et Nobu va se venger sur Kitano. Mais le professeur arrive à le tenir pour le couper au même endroit que sa blessure causée par Nobu. Après cette bronca, la vidéo reprend, et les élèves aperçoivent qu'ils ont un collier autour du cou, et qui, si on est dans une zone précise délimitée par Kitano, explosera et fera tuer l'élève en question. Un des élèves crie à Nobu de se taire, les deux se battent et Kitano, avec une télécommande, actionne le collier de Nobu, qui explose sous les yeux de son meilleur ami, Shuya. Après que la vidéo soit terminée, les militaires arrivent avec des sacs militaires contenant de l'eau, du pain et une arme spéciale choisie au hasard. Chaque élève est appelé un à un avec leur sac assigné à leur nom. C'est au tour de Shuya de sortir avec son sac en prévenant Noriko de l'attendre dehors. Shuya, attendant Noriko, voit une élève avec une flèche dans son cou. C'est donc la première à avoir été tuée. Noriko arrive et Shuya court en lui tenant le bras, vers un endroit où se cacher. Plus précisément dans une grotte pendant que d'autres s'affrontent ou se suicident avec leur bien-aimé. Pendant ce temps, l'un des adultes, un certain Kiriyama, se fait encercler par un groupe d'élèves, mais arrive à les tuer, non sans difficulté, prenant le plus d'armes possible qui appartenaient aux élèves tués, comme une mitraillette et des grenades. Le lendemain, Noriko et Shuya sortent de la grotte. C'est à ce moment qu'on retrouve Kitano, annonçant les zones où il ne faut pas que les élèves se rendent, et les morts de certains élèves. Noriko et Shuya notent alors les zones et partent en direction d'une forêt, où ils se font agresser par un élève avec une hache, mais qui part à rouler-bouler, se mêle lui-même la hache dans son crâne. Après cela, ils se font tirer dessus par un autre élève, mais Shuya essaye de le convaincre de ne pas le faire.
mais ils se font interrompre par Shogo Kawada, le deuxième et dernier nouveau de cette classe. Après que Shogo ait vu les deux n'ayant pas grand chose, à part un couvercle et des jumelles, les trois entendent des filles crier d'arrêter de se battre et de trouver une solution pour que tout le monde reste en vie. Mais ils se font abattre de sang-froid par Kiriyama. Shogo dit alors qu'il ne faut faire confiance à personne quand on participe à Battle Royale, et part seul. C'est alors que Noriko et Shuya marchent près des côtes jusqu'à que Noriko tombe dans les pommes. Shuya essaie de faire ce qu'il peut pour la relever et la porte sur ses épaules. Ils arrivent à trouver un abri mais tombent sur Shogo, qui les a entendus arriver avec un piège confectionné par ses soins. Shogo, voyant que Noriko est inconsciente, décide de les laisser rentrer pour la soigner. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance d'un nouveau groupe d'élèves, voulant démarrer un ordinateur avec un groupe électrogène. Ayant réussi à faire allumer l'ordi, le cerveau de la bande veut faire sauter la base des données de Battle Royale afin de désactiver les colliers. C'est alors que Shinji vient de se rendre compte que les bracelets étaient sous écoute. Il marque alors les choses qui lui manquent aux autres sur son ordinateur. Noriko est enfin réveillée et décide avec Shuya de manger ce que leur a préparé Shogo. Ce dernier leur explique après un verre proposé à Shuya qu'il avait une copine pendant le jeu, qu'il avait rencontré au lycée, une certaine Keiko. Il explique qu'il était les deux vivants à la fin, mais ils arrivaient à la fin du temps imparti. Et après des aveux touchants des deux, Keiko se donne la mort. Et Shogo reste en vie et gagne Battle Royale, ce qui lui a profondément marqué. Shuya demande alors pourquoi il revient, c'est alors qu'il explique qu'on l'a drogué et ramené ici sans son accord. Noriko, après l'aveu de Shogo, dit à ce dernier que Keiko était vraiment amoureux de lui, pour ne pas lui laisser ce dernier sourire pour lui, et dit qu'elle lui a fait confiance pour les avoir aidés et le remercie. C'est alors que Shogo parle d'un endroit où il pourrait potentiellement se barrer de l'île, mais ne leur dira qu'à un moment précis, et donne à Shuya un pistolet et des munitions pour protéger lui et Noriko. Mais c'est alors qu'on entend des coups de feu, celui de la mitraillette de Kiriyama, venu descendre d'autres élèves. Kiriyama voit alors à travers la fenêtre Shuya et Noriko. C'est alors qu'il envoie une grenade dans la tête d'un des élèves qu'il a buté et fait exploser la maison. Shuya demande à Shogo de protéger Noriko pendant qu'il fait diversion. Après une autre explosion, Shuya court en direction de la plage, suivi de près par Kiriyama. Pendant ce temps, le groupe a trouvé ce qu'il cherchait, et le leader explique tout l'acheminement pour désactiver le collier. Le lendemain, Shuya se réveille avec des bandages partout sur son corps, dans un phare, avec les étudiantes restantes venues le secourir. Utsumi est près de son chevet. C'est alors qu'elle explique qu'un de ses camarades est venu au phare pour le donner aux filles. Shuya demande si Shogo et Noriko ont été appelés sur la liste. Utsumi lui dit que non. Shuya est soulagé. Utsumi lui a même fait les zones à ne pas y aller sur sa carte, et lui dit que dans le phare, elle a toutes ses amies. Elle lui raconte qu'une de ses amies a vu Shuya tuer Oki, l'élève qui s'est mis lâche lui-même par accident. Celui-ci ne le croit pas, mais pourtant, elle le pardonne, lui disant que son repas va être prêt dans quelques minutes, et sort de la pièce en fermant la porte à clé. Pendant ce temps, une des élèves prépare à manger, mais elle dispose d'un poison dans le plat. C'est elle qui a vu Shuya tuer accidentellement Oki. Utsumi dit alors qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Les autres filles disent que Shuya ne pourrait même pas arriver à tuer quelqu'un. Mais d'autres élèves arrivent et sautent de joie en entendant que Shuya est là et vivant. Et une des filles prend l'assiette d'Oki pour la manger. Après une petite discussion, celle-ci crache du sang et meurt face au poison qu'a installé Yuko. Et tout le monde se tient en joue. La paranoïa s'installe et se font tirer dessus par Satomi. Mais elle se fait tuer par l'une d'entre elles qui restait. Shuya, entendant les coups de feu, essaye de sortir de sa chambre en vain. Celle qui reste, à savoir Yuko, ouvre la porte à Shuya. Elle s'excuse pour ce qui vient de se passer et passe par-dessus les remparts du phare pour se suicider. Shuya descend pour voir l'étendue des dégâts produits malencontreusement par Yuko. Plus tard dans la journée, Shogo revient de son périple dans un temple abandonné avec des bambous et avec Noriko qui est en train de dormir. D'ailleurs, dans un flashback, nous pourrons voir le professeur et Noriko proches d'une petite rivière avec une glace à la main. En quelques plans, sans dialogue, on peut voir la connexion entre eux. Le professeur, lui aussi dans son sommeil, se réveille à cause de la sonnerie de son téléphone. Il répond et c'est sa fille, mais Kitano dit qu'il ne pourra pas revenir avant demain. Noriko se réveille en sursaut et raconte ce rêve à Shogo. Pendant ce temps, le jeune Shuya, très blessé des actions de la veille, essaye tant bien que mal d'avancer, et tombe au sol en se remémorant les souvenirs de son père. C'est alors que Noriko décide d'aller le chercher seul en courant. Shogo, par peur qu'elle meure, la suit mais perd sa trace. Noriko, cherchant Shuya, tombe sur Mitsuko, la pointant avec son flingue. Mais arrivant de nulle part avec son petit parapluie, le professeur Kitano, ce qui fait fuir Mitsuko, et montre à Noriko que Shuya arrive de derrière elle. Blessée de la tête aux pieds, Noriko se jette sur lui pour voir si tout va bien. Et derrière elle, le professeur qui lui donne son parapluie en lui demandant de ne pas attraper froid. Shuya rétorque à Noriko qu'il a ramené des armes pensant être faibles et inutiles.
mais qui continuera d'être à ses côtés et de la protéger avec ses dites armes. Le lendemain, dernier jour de la loi Battle Royale, Kiriyama termine les élèves restant dans un affrontement. Restant plus que 9 personnes sur cette île. À côté de cela, le groupe de hackers termine en vitesse le programme pour désactiver les colliers et arrive à exécuter. C'est la délivrance pour les garçons. Les militaires depuis leur QG voient donc les effets du hack de Shinji. C'est alors que Kitano décide d'éteindre le courant aux militaires, qui ne comprennent pas ce qu'il se passe. Le groupe de Shinji décide alors d'installer des bombes dans une voiture, mais se font décimer par Kiriyama. Et d'un dernier coup de souffle, Shinji fait exploser le camion qui était rempli de gaz explosif. C'est alors que les trois compères arrivent devant ce carnage et le bâtiment des hackers réduit en poussière. C'est alors qu'apparaît, marchant à travers les flammes, Kiriyama devenu aveugle à cause de l'explosion. Ce que remarque Shogo qui décide, avec courage, d'affronter seul Kiriyama. Après que l'un des tirs du fusil à pompe de Shogo mette à terre Kiriyama, il lui assène une dernière balle sur le collier, qui le fait exploser instantanément. Le combat était très rude pour Shogo, essayant tant bien que mal de marcher après son combat. Fatigués, les trois restants se posent à côté de la mer. Shuya discute alors avec Noriko et Shogo qu'il a toujours eu du mal avec les adultes, et qu'il ne leur faisait pas confiance. Ce que Kitano et l'armée, après avoir rebooté le système, entendent la conversation entre les trois restants. C'est alors que Shogo, dans un dernier élan, braque son arme sur Shuya, en lui rappelant qu'il ne faut faire confiance à personne, et tire sur les deux. Nous avons notre vainqueur, Shogo. Les militaires vont donc aller chercher le corps des deux étudiants. En attendant l'arrivée de Shogo, Kitano s'exerce seul avec une émission de gym à la radio. C'est alors qu'arrive par la forêt Shogo, montrant à Kitano qu'il a laissé ses armes à l'abandon. Kitano le fait ramener dans son QG. Mais Kitano est perplexe, essayant d'activer le collier de Shogo qui ne fonctionne plus après le hack de Shinji. Kitano pointe alors son pistolet sur lui en lui disant que c'était pour se venger après la mort de Keiko et que tricher n'est pas la solution. C'est alors qu'arrivent Noriko et Shuya. Shogo ne les a donc pas tués. Shuya et Noriko pointent leurs armes sur Kitano, qui se lève pour enlever le drap sur un tableau. Un dessin parfaitement glauque fait d'ailleurs par l'acteur, montrant Noriko comme grand vainqueur de Battle Royale. Tout un symbole. Croyant reconnaître sa fille par elle, Noriko, alors après avoir vu le tableau, décide de braquer son arme sur le professeur, qui n'hésite pas à dire à la fille de le tuer en avançant doucement vers elle. C'est alors que Shuya tire sur le professeur avec sa mitraillette. Kitano souffre et tire avec son pistolet, qui était un pistolet AO. Mais Shuya, par peur de prendre une balle, tire encore une rafale sur le professeur, qui tombe raide mort sur le sol. Shuya dit aux autres que c'était une promesse à Noriko de la protéger. C'est alors qu'un téléphone sonne, celui de Kitano, et le professeur se lève tant bien que mal pour décrocher l'appel. Il se pose sur le canapé et dit à sa fille qui est au téléphone « Shiori, écoute, je vais pas rentrer à la maison. Si tu détestes quelqu'un, tu dois en subir les conséquences. » Et tire avec un vrai pistolet sur le dit téléphone. Avant de manger un cookie qu'avait préparé Noriko en lui disant à cette dernière « Ils sont très bons tes cookies » et meurt pour de bon. Le trio navigue sur un bateau de l'armée, mais Shogo sent qu'il n'en a plus pour très longtemps. Et dit à Shuya et Noriko que c'est la première fois qu'il a fait confiance à des gens depuis Keiko, et voit son sourire dans ses yeux avant qu'il ne meure. C'est alors que les deux étudiants, étiquetés criminels, après Battle Royale, s'enfuient dans le Japon pour trouver une chance d'épanouissement. Après les drames et le gros tournage, le film a pu enfin sortir au Japon le 16 décembre 2000, générant au box-office japonais près de 3,11 milliards de yens, soit plus de 20 millions de dollars, ce qui est énorme pour l'époque. La suite du film est immédiatement mise en chantier, avec toujours Kinji à la réal, Kenta au scénario et toujours l'accord de l'auteur du livre pour aider Kenta au script. On engage quelques acteurs du premier volet, comme l'acteur de Shuya, de Noriko et de Kitano. Il commence alors le tournage de la suite, Battle Royale 2, Requiem. Mais doivent le mettre en pause à cause d'un cancer de la prostate que subissait Kinji Fukasaku. Son fils, Kenta, décide alors de prendre le relais pour terminer le tournage. Fukasaku meurt à Tokyo le 12 janvier 2003, sans voir le film terminé puisque le film sortira le 5 juillet 2003. Et pour la production du deuxième film, je vous conseille d'aller voir la superbe vidéo du Fossoyeur de film qui en parle en long et en large. Je préfère pas redire ce qu'il a déjà dit en très bien. Mais je vais rajouter quelques petites anecdotes en plus, rien que pour vous. Déjà, Kenta Fukasaku a dit un jour « Nous n'avons jamais entrepris de faire Harry Potter. Je voulais que le public réfléchisse aux grandes questions et qu'on considère le monde d'un point de vue détenu par un terroriste. » Il a également déclaré qu'il considérait sa tâche comme la fin du film de son père, au lieu de réaliser sa première création. Le fils crédite le film comme étant celui de son père. Kenta a subi beaucoup de controverses et d'indignation pour la suite, ajoutant que « Plus de gens réagissent fortement, mieux c'est. » Bon, la bonne ambiance, hein. Le tournage du film a été principalement tourné sur l'île Ashima, ou l'île de bataille.
qui est situé dans la préfecture de Nagasaki, à moins de 20 km au sud-ouest de la ville du même nom. Ce qui est bien choisi pour ce film, puisqu'après tous les déboires, va enfin sortir sur grand écran début juillet 2003, ce que je vais vous conter maintenant. Après avoir survécu au jeu Battle Royale, Shuya ne pardonne pas au gouvernement japonais d'avoir forcé les élèves de sa classe à s'entretuer, et se lance sur la voie du terrorisme pour déclarer la guerre aux adultes. Quand il détruit avec son groupe les White Seven, de nombreux immeubles tuant des milliers de personnes. Les autorités japonaises répondent à cette déclaration de guerre en annonçant une nouvelle loi, la loi Battle Royale 2, sélectionnant une classe de collégiens, pour la plupart des délinquants, pour les envoyer combattre le groupe de Shuya. C'est alors qu'on fait la rencontre d'une classe de 9e année, composée d'un groupe hétéroclite de délinquants et de perdants, piégés pour participer à une sortie scolaire, puis kidnappés par le gouvernement autoritaire japonais. Beaucoup de ces élèves sont des orphelins, dont les parents ou la famille sont morts dans les bombardements des White Seven. Après que leur bus scolaire a été détourné vers une base militaire, les élèves sont parqués dans une cage, entourés de gardes armés et confrontés à leur professeur, Riki Takeuchi, qui établit les règles de base du nouveau jeu Battle Royale. Au lieu d'être forcés de s'entretuer, comme dans l'ancien Battle Royale, les élèves sont envoyés à la guerre et reçoivent l'ordre d'attaquer en masse l'île où se cachent les White Seven, et de tuer Shuya dans les 72 heures. La plupart des élèves ne sont pas intéressés par le fait d'être forcés de venger leur famille, mais ils sont contraints de se battre à travers des colliers métalliques explosifs comme dans le premier, que leurs ravisseurs peuvent faire exploser par télécommande. Takeuchi leur montre une ligne dans une salle de classe grillagée. Ceux qui souhaitent participer sont invités à franchir la ligne, tandis que ceux qui refusent de participer devront faire face aux conséquences. Tous les élèves, sauf un, acceptent de participer. L'élève qui n'était pas d'accord a été blessé par balle à la jambe puis tué par l'instituteur. Sa partenaire est ensuite tuée par la détonation de son collier. Puisque nouveauté de cette nouvelle loi, les élèves sont mis par couple. Si l'un d'eux meurt, son partenaire sera tué par la détonation du collier. Ces deux morts ont pour effet immédiat de convaincre les derniers réfractaires à y participer. Les élèves reçoivent alors des tenues de combat et des fusils d'assaut non chargés et sont envoyés par bateau vers le QG des White Seven. Alors qu'un certain nombre d'entre eux sont tués lorsqu'ils sont bombardés, abattus ou que leur collier explose pendant le voyage, ne laissant qu'un groupe en vie. Deux des survivants sont des délinquants, Takuma Aoi et Shiori Kitano, la fille du professeur du premier film, qui a été tuée par Shuya 3 ans auparavant. Alors qu'ils s'approchent de l'île, ils se retrouvent pris sous les feux des tirs ennemis, qui font de nombreuses victimes, notamment quand l'un des tirs touche le collier d'un élève et fait exploser toute l'embarcation. Après un débarquement catastrophique et la perte d'autres élèves, un hélicoptère leur envoie des munitions et des lance-grenades. La classe, qui s'est séparée en deux groupes, se retrouve encore un peu plus décimée, quand un des deux groupes se retrouve coincé dans un champ de mines. Quand les deux groupes se rejoignent enfin, ils attaquent le QG des White Seven. Une des tireuses d'élite des White Seven constate à travers sa lunette de visée qu'ils n'ont pas affaire à des vrais soldats, mais des élèves contraints de se battre en voyant les colliers. Les tirs des White Seven cessent et les laissent s'engager dans les souterrains. Arrivés dans une salle, ils se font encercler par les White Seven qui leur ordonnent de lâcher leurs armes. Alors que certains acceptent facilement, d'autres veulent venger les pertes qu'ils ont subies et d'autres montrent leur dégoût envers le groupe terroriste, certains ayant perdu des proches dans leurs attentats. Une fusillade éclate alors, et les élèves récalcitrants sont abattus devant le désarroi de Shuya qui écoutait plus loin. Le désarroi laisse place à la stupeur quand les colliers des binômes survivants se déclenchent. Shuya décide alors de les sauver en utilisant un IUM pour griller la liaison des colliers vers le QG des militaires. Les élèves se retrouvent confrontés à Shuya qui leur explique que les membres de son groupe des survivants du jeu Battle Royale, et qu'aucun n'a réussi à reprendre le cours de leur vie après l'expérience du jeu. On retrouve même l'une des gagnantes du premier film. Pendant ce temps, les militaires envoient un commandant de force spéciale sur l'île afin de savoir pourquoi la liaison avec les élèves a été perdue. Les terroristes se préparent à repousser l'assaut des militaires. La fusillade éclate et des pertes sont à déplorer des deux côtés. Petit à petit, les militaires repoussent les terroristes. Mais les élèves se rallient à eux et ils finissent par reprendre le dessus et exterminent l'escouade. Ce ralliement des élèves à la cause des terroristes leur font perdre conscience qu'ils ne pourront plus jamais retourner librement chez eux. Le lendemain, une pirate informatique des White Seven hack les ordinateurs de la planète afin de diffuser un message de propagande de Shuya au monde entier indiquant son objectif de vivre libre. À la fin de la diffusion, plusieurs missiles s'abattent sur l'île, mais ces missiles ne sont pas tirés par l'armée japonaise. Au QG de l'armée, le Premier ministre contacte en catastrophe le professeur et l'informe que les missiles ont été tirés par les États-Unis, sans les citer directement, et que le Japon est sous la menace d'une déclaration de guerre, car ils se sont montrés incapables de détruire les White Seven. La mobilisation générale est décrétée et de nombreux soldats sont envoyés sur l'île pour la nettoyer. Et le Premier ministre japonais prend le commandement de l'armée présente au siège de Battle Royale, et ordonne une attaque sur la base des White Seven, sans aucun survivant autorisé. S'ils échouent, les États-Unis bombarderont l'île. Takeuchi est enragé par le changement d'action et on découvre qu'il a le même type de collier autour du cou
que les étudiants. Les survivants de la base se retirent vers le continent via un puits de mine pendant que la guerre entre les White Seven et l'armée se déroule. Entendant les coups de feu à l'extérieur du tunnel, Takuma et 2 de ses amis reviennent pour aider au combat. Le combat fait de nombreuses victimes des 2 côtés, laissant Shuya, Takuma et Shiori comme les seuls combattants restants. Alors qu'ils tentent d'évacuer, Takuchi apparaît et, après un bref échange personnel, permet au groupe de fuir alors qu'il se sacrifie. À l'extérieur de la base des White Seven, le combat reprend et Shiori est mortellement blessée par balle. Avant de mourir dans les bras de Shuya, elle se révèle être la fille de Kitano et lui pardonne apparemment ses crimes passés. Shuya et Takuma courent pour tuer le reste des soldats pendant que le bombardement américain commence. Le programme se termine ensuite sur l'énumération du sort de Shuya et des étudiants survivants comme disparus. 3 mois plus tard, Shuya et Takuma rejoignent les autres survivants, dont Noriko Nakagawa. Ils se sont regroupés en amis et les 2 groupes se séparent, quand on suit la voiture de Shuya et de Noriko partant vers l'horizon. Ah, est-ce que ces résumés vous ont plu? Eh ben moi, ça m'a beaucoup plu. Alors aujourd'hui, on va faire des petites catégories des prix, voilà, puisque je l'avais fait pour le prix 1. On va reprendre à peu près les mêmes catégories, sauf que je vais en changer une, vous allez voir. Donc du coup, alors, dans les catégories, il y a la meilleure scène marquante des 2 films, voilà. Nous avons la meilleure musique, nous avons la meilleure mort, voilà, c'est celui-là que j'ai changé parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de méchants à part Kitano qui pouvaient vraiment être convaincants sur cette catégorie-là. Nous avons les meilleurs personnages secondaires et enfin les meilleurs personnages principaux. Et après, il n'y aura pas de classement, vous verrez, je vais en parler aussi, il n'y aura pas de classement, je vais noter en fait, puisque comme il y en a 2, je vais noter sur 5, voilà, ce que j'en pense des 2 films. Alors, on va commencer par la catégorie meilleure scène marquante. Alors, dans la meilleure scène marquante, nous avons l'affrontement de Kiriyama contre Kawada, la salle de classe, le speech de Shuya ou encore l'entraînement de Kitano. Alors, je vais enlever le speech de Shuya qui est sympa, mais dans le contexte du film, il est un peu embourbé par ce problème un peu hasardeux du film, du scénar. Donc, ce n'est pas pour moi la scène marquante. En tout cas, c'est peut-être la scène marquante du 2, je suis d'accord. Quoique, il y a peut-être la scène, où Shuya et son pote va contre les militaires, etc. Qui peut être aussi la scène marquante, hein, voilà, ça peut se débattre. Ensuite, je vais enlever aussi l'échauffement de Kitano. Elle est vraiment très très drôle, mais c'est pas la scène marquante qui me résume Battle Royale ou qui me fait parler, enfin, ça me fait ressentir Battle Royale. La scène de Kitano, elle est vraiment drôle, mais pour moi, ça ne le mérite pas en meilleure scène marquante, même si elle est très très drôle. Et donc, il nous reste l'affrontement de Kiriyama et Kawada contre la salle de classe. Et ben, je vais prendre la salle de classe parce que, pour moi, c'est cette scène qui résume le propos général du premier film. Vraiment, la salle de classe, c'est incroyable, avec l'explication aussi de la meuf à travers la télé qui est excellente, qui est à mourir de rire. Enfin, moi à chaque fois ce passage j'en rigole tellement c'est absurde. On dirait vraiment un animé où genre vraiment tout le monde va se casser la gueule, mais quand même faut être toujours mignon, etc. C'est beaucoup trop drôle. Et l'affrontement de Kiriyama, vraiment de Kawada, il est excellent, mais comparé à la salle de classe, ça passe cette même justesse de propos entre les deux, et vraiment la salle de classe pour moi c'est la meilleure scène de tous les Battle Royale. Ensuite, nous avons la catégorie meilleure musique avec Shizuka Naibe no Kanda wo de Dragon Age. Nous avons la marche de Rajeski de Johann Strauss, Requiem Dies Irae de Giuseppe Verdi et Friendship de Masamichi Asano. C'était pas Asano, c'était Amano, mais bon. Du coup, je vais enlever Friendship, elle est très sympa, mais pas aussi marquant que les 3 autres. On va passer très vite sur celui-là. Voilà, il est sympa, mais sans plus. Je vais enlever aussi la marche de Radetzky, parce qu'elle est très très sympa, elle va beaucoup avec cet aspect où genre, ouais, c'est rigolo, voilà, on s'ambiance, etc. Alors que vraiment, Kitano annonce des morts atroces et les zones à ne pas y aller. Donc c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup cette musique, vraiment, elle me fait beaucoup marrer. Et du coup, il reste Requiem Dies Irae ou le morceau Dragon Age, et bien évidemment, vous me connaissez, je vais choisir le morceau de Dragon Age. Incroyable, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, le titre de la musique, si on le traduit en franglais, voilà, c'est Grimpant les escaliers de l'espoir, ce qui est vraiment le bon propos pour Shuya, Noriko et Shogo dans ce film-là, qui vraiment essaye de retrouver de l'espoir après, en tout cas pendant Battle Royale, alors que vraiment tout le monde essaye soit de mourir avec son bien-aimé, ou essaye de gagner, malheureusement. Cette musique vraiment, elle caractérise beaucoup les années 2000, avec ce côté vraiment un peu rap mais avec une guitare, et aussi les propos vraiment touchants plus que possible. Vraiment, j'adore cette musique. Et Requiem Dies Irae, je vais en parler un petit peu, c'est la musique qui représente le plus Battle Royale, bien sûr, puisque c'est le thème officiel du film, mais pour moi c'est celui de Dragon Age qui remporte haut la main ce prix.
Ensuite, nous avons dans la catégorie meilleure mort, du coup celui-là, voilà, nous avons la mort de Kitano, la mort du gamin qui se fait couper les coups par l'autre, la mort de Shiori et la mort de Kiriyama. Je vais enlever la mort de Shiori, malheureusement, puisqu'elle est pas assez intense, puisque la façon dont elle meurt très souvent, enfin... Beaucoup de personnages dans ce film-là meurent de cette façon. En fait, dans le premier aussi, t'avais ce passage-là, mais c'était pas souvent. Et du coup, ça l'a rendu vraiment moins bien quand tu regardes vraiment le deuxième film en fait. Ensuite je vais enlever la scène du coupage de cou. Elle est beaucoup trop drôle mais c'est pas la meilleure mort. Elle est, enfin, je pense que beaucoup de gens se rappellent aussi de ça puisqu'il y a vraiment une trame scénaristique autour de cette scène, mais pour moi c'est pas la meilleure mort du film, enfin des films en tout cas. Et donc il reste la mort de Kiriyama et de Kitano. Je vais enlever celle de Kiriyama pour mettre celui de Kitano parce que Kiriyama en fait le problème c'est qu'il meurt très très vite et on voit pas beaucoup de plans sur lui, etc. Alors que Kitano, vraiment, on s'attarde sur lui. Vraiment, il y a cette scène avec le téléphone où il se fait tuer. Voilà, il se fait tuer, mais il relève après le téléphone. Pour moi, elle est incroyable cette scène. Elle est beaucoup trop drôle et elle marche vraiment bien parce que Kitano déjà le fait d'une main de maître et que au moins on s'attarde vraiment dessus. À l'inverse de Kiriyama, de la mort de Kiriyama. On va partir sur meilleur personnage secondaire. Meilleur personnage secondaire, nous avons Shinji, Mitsuko, Nao, Hiroki ou Shiori. Je vais enlever Nao puisque malheureusement elle est pas assez marquante comparée aux autres, surtout dans le 2, alors que pourtant vraiment elle a un bon petit personnage vraiment plutôt sympathique. Je vais enlever aussi Shiori, malheureusement dans les mêmes aspects que Nao, même si elle a beaucoup plus de temps d'écran dans le deuxième Battle Royale, mais malheureusement elle n'a pas le même niveau que les trois autres. Et du coup il reste Hiroki, Mitsuko et Shinji. Je vais enlever Mitsuko. Elle est vraiment très très sympa, elle a vraiment une backstory qui confirme du coup pourquoi elle fait ces meurtres là, pourquoi elle a vraiment envie de faire ces meurtres là. Mais c'est un méchant quoi, enfin c'est une méchante donc c'est pas... Alors je pourrais récompenser des méchants, hein, je l'ai bien fait dans Pirates des Caraïbes, mais vraiment il y a les deux autres personnages que je trouve beaucoup meilleurs en fait, beaucoup plus meilleurs. Et donc il reste Hiroki et Shinji et je pense... À mon avis, je vais mettre Hiroki parce que l'ayant revu pour les besoins de cette vidéo, le premier, je l'avais complètement oublié ce personnage. Alors que, putain, mais il est incroyable ce personnage, vraiment. Il aide Shuya, il aide le groupe des Teki, le groupe de Shinji d'ailleurs. Il aide tout le monde et c'est incroyable la façon dont il essaye à chaque fois de toujours retrouver des gens pour essayer en tout cas de les voir. Il y a vraiment un petit côté philosophique aussi avec ce personnage qui est excellent. Moi j'aime beaucoup Hiroki et je trouve qu'il mérite vraiment son titre de meilleur personnage secondaire. Et enfin, il reste la catégorie meilleurs personnages principaux avec Shuya, Kitano, Takuma, Noriko ou Kawada. Je vais enlever facilement, et là ça va surprendre, je vais enlever Shuya et Noriko. Alors oui, c'est le personnage principal des deux films, malheureusement ce n'est pas celle que je préfère. En fait, ils ont un côté où, dans le premier, ils veulent pas tuer, enfin c'est normal, voilà, c'est des enfants, etc. Mais j'arrive pas vraiment à m'attacher avec ces deux personnages qui sont pas... ils sont bien exploités, c'est pas ça le contraire, je dis pas le contraire, ils sont sympas, mais comparé aux autres, je trouve que vraiment... Il y a ce côté où leur alchimie marche très bien, voilà, avec Shuya qui malheureusement fait face à la mort de Nobu. J'aime beaucoup ces personnages, mais pour moi les trois autres méritent amplement plus que ça. Bon, en tout cas à peu près à ce même stade. Je vais enlever aussi très vite Takuma, qui est très très sympa d'ailleurs, c'est mon personnage préféré dans le 2 par exemple, dans le Battle Royale 2, qui vraiment essaye de faire tout son possible pour contrer tous les militaires, etc. Même si bon, c'est vrai qu'il... À force de crier, il va sortir ses œufs de ses orbites. Voilà, si vous avez vu la vidéo de Fossoyeur de film, comprendra qui pourra. Du coup, il reste Kitano et Kawada, et je vais choisir Kawada. Je ne vais pas choisir Kitano parce que Kawada, Shogo Kawada, ce personnage est impressionnant. Pour moi, c'est le personnage principal de Battle Royale. Pour moi, il a vraiment tout du personnage, c'est incroyable, il est d'une justesse, il joue très très bien. Taro Yamamoto, il joue très très bien dans ce film là. Je trouve que vraiment il a ce côté excellent dans ce film là, et vraiment Shogo, à chaque fois que je regarde ce film, je me suis dit mais c'est incroyable tellement il joue bien, et une mort tellement symbolique et tellement magnifique en pensant à sa copine Keiko. Donc pour moi Shogo mérite, même si Kitano c'est the best of the best, voilà, mais pour moi Shogo mérite tellement cette place du meilleur personnage principal. Et donc il me reste les deux films à noter. Du coup on va commencer par Battle Royale 2. Je vais garder Battle Royale 1 pour la fin. Battle Royale 2 sur 5, je mettrai un bon 3 sur 5.
il a beaucoup de défauts, certes, il a vraiment beaucoup de défauts. Par exemple, certains passages qui sont vraiment bordéliques sur certains passages où ça crie de partout, etc. Même si ça m'a pas dérangé, je sais que beaucoup ça a dérangé, moi non. Il y a aussi son propos qui est très très hasardeux. Voilà, j'en ai parlé justement dans la production du deuxième film. Son propos est très très hasardeux, voire un petit peu problématique sur certains passages, avec aussi le côté des White Seven, etc. qui sont vraiment. En fait. Voilà, c'est un groupe de terroristes, donc je vais pas aller encenser d'un groupe terroriste, ça va pas la tête. Mais il est très hasardeux. Le professeur du film est aussi à Space, voilà, avec cette scène où il fait un touchdown au milieu des militaires, ça n'a aucun sens. Ce film, il est absurde de conneries, mais et moi j'aime beaucoup ces films. Alors, vous allez me dire, oui, t'aimes que des films de merde. À vrai dire, oui. J'aime beaucoup des films un peu sous-estimés, voire vraiment pas aimés de la critique, alors que pourtant il y a vraiment des trucs à sauver dans ce film-là, avec les Takuma, les Nao, etc., qui sont vraiment sympas, même les Shiori, même si bon, t'as certains passages qui font vraiment métaphorique pour rien. Mais vraiment, je trouve que Battle Royale 2, il a vraiment un bon exemple à donner pour ce qu'il ne faut pas faire aussi comme suite par rapport à celui-là, même si je pense que, à vrai dire, je vais pas dire le propos, mais l'idée pouvait partir du mode inné, mais ils l'ont mal exécuté. Voilà, c'est comme dans la vidéo du Fossoyeur. Et là, malheureusement, ça ne marche pas. Mais je pense pas non plus que c'est vraiment atroce. Vraiment, je pense pas que c'est atroce parce que j'ai vu des films bien pires que ça. Et personnellement, je m'y attachais un petit peu, voilà, à ce film-là, puisque il y a quand même des aspects un petit peu jolis, voilà, comme la scène avec le piano avec Shiori, ou quelques passages avec les gamins, voilà, avec des. Il y a des scènes aussi avec le passé aussi de Shuya. Je trouve que ce film est plutôt moyen. Allez, moyen plus, mais je pense pas que non plus c'est un film atroce pour autant. Et on termine par le film Battle Royale, le premier du nom, et bien sûr, je vais lui mettre un 5 sur 5. Ce film est excellent, c'est mon film préféré, voilà, je le dis sans souci, et je pense que ça va pas changer de sitôt, c'est mon film préféré all time. Ce film, il est tellement incroyable, il a tellement de petits détails, quand tu le regardes une première fois, il n'y a pas ces détails que tu vas le regarder pour la seconde fois. Et surtout avec le passage de Noriko et de Kitano, où en fait tu comprends vraiment, surtout avec la version longue, ce film, il est vraiment très très important pour moi. Il a ce côté où c'est une société dans une classe. C'est magnifique et je trouve qu'il y a vraiment des plans qui marchent bien. La connexion entre les acteurs et les actrices fonctionne à merveille. La réal aussi est vraiment pas mal et vraiment les côtés métaphoriques dans ce film-là, je pourrais pas tous les sortir, mais il y a des fois où tu te dis mais c'est impressionnant. T'as envie de réfléchir sur ces questions-là en fait. C'est incroyable. C'est super bien joué et c'est dommage que le 2 a pas réussi à faire ça alors que pourtant c'est toujours les mêmes personnes derrière, mais le premier film il est incroyable. Kitano s'en sort à merveille, pour moi c'est un super choix d'acteur, même les Shuya, les Nobu, etc. Tout est compris en 2 heures et puis les plans entre certains personnages aussi qui est excellent. Pour moi ce qui résume bien c'est que vraiment chaque personnage a au moins 20 minutes, en tout cas les personnages secondaires au moins 20 minutes et c'est excellent, de bonnes choses puisque il y a un bon rythme dans ces films là, il y a un bon rythme entre les personnages qu'on veut discuter, qu'on veut voir, qu'on veut parler, qu'on veut savoir leur backstory. Il est tellement bien rythmé et vraiment les 2 heures on les voit pas du tout passer, en tout cas dans la version longue on les voit pas du tout passer. Je sais que dans la version cinéma je crois que c'est 1h40, 1h50, mais même les 1h40 on les voit pas passer, c'est incroyable. Ce film est tellement excellent, je vous le conseille les yeux fermés si vous l'avez pas vu, en tout cas si vous voulez vraiment vous le mater. Ce film là, j'ai passé quelques passages importants du scénar dans le premier film où t'as beaucoup de personnages secondaires etc pour que je garde vraiment la trame principale, mais ce film il est excellent et chaque personnage a droit à son petit backstory et sa petite backstory excellente et vraiment c'est un film que je vous conseille les yeux fermés et pour moi c'est mon film préféré all time. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais faire un petit coucou à tous les doubleurs qui ont participé à cette vidéo. Dans l'ordre, nous avons Miss Alexia, Ayrton, Palama, I'm Not, Lowket et Harpeng. Voilà, la team du Bas Peuple, on se reconnaît, voilà, pour ceux qui ont la ref de cet événement. Voilà, hashtag team du Bas Peuple, on est là. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, vraiment. Vous avez rendu cette vidéo encore meilleure
Et franchement, je vous remercie. Vous êtes d'excellents doubleurs. Allez voir ce qu'ils font. J'ai les petits liens dans la description. Vous pouvez voir sur des casting call clubs, sur des vidéos YouTube. Allez-y, foncez. C'est des excellents doubleurs et doubleuses. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais commencer à rentrer parce que je commence à avoir les mains froides. Je sais pas comment tu fais, JD. Hein, vraiment. C'est voilà, petite inspiration. Voilà, je sais pas comment tu fais, JD. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée si on se retrouve pas. Et regardez les films que vous aimez. Allez, ciao ciao tout le monde. と下ろす姿を見失ってしまってたんだすぐそばにあったはずの太陽が崩れて光と化したいつかの本当妄想をかき消してメリーゴーランド回る夢の世界で皮肉にも君の仕草を思い出して胸を焦がす戻れくらい君と離れて暮らしてるだろうな未だに胸の中で回り続ける君という